Fake news, intelligence artificielle, réseaux sociaux, le journalisme évolue à toute vitesse. La presse écrite n'attire plus, les influenceurs prennent la parole et les journalistes deviennent créateurs de contenu. Alors quel avenir pour ce métier? Débat à carte, 3 manches, 2 invités, Mélanie Prévost, Jean-Marie Charon. Un débat, allons-nous vers la mort du journalisme? Peut-on s'informer qu'avec les réseaux sociaux? Non. Relayer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est être journaliste. Non. Un journaliste peut-il être neutre? Ouais. Non. Bonjour, moi c'est Mélanie Prévost. J'ai été réalisatrice de reportages pendant 7 ans pour la télévision. Aujourd'hui, je suis experte nouveaux médias et j'anime un podcast qui s'appelle Je te le dis en off. Le but, c'est de raconter les coulisses des rédactions, des reportages avec des journalistes et des créateurs de contenu pour aider les gens à mieux s'informer. Le journalisme doit-il s'adapter à l'ère des réseaux sociaux en adoptant leur code? Oui. J'utilise régulièrement l'IA dans mon métier. Jean-Marie Charon, je suis sociologue spécialisé dans les médias et plus particulièrement les questions de journalisme et de transformation des rédactions, notamment à l'ère du numérique. Je publie des livres et le dernier, c'est consacré aux jeunes journalistes. C'est un livre d'enquête, c'est pas un essai, ce ne sont pas des élucubrations, c'est ce que me disent les jeunes journalistes, c'est-à-dire plus d'une centaine de jeunes journalistes que j'ai interviewés. Les réseaux sociaux favorisent-ils la désinformation? Oui. Les réseaux sociaux concurrencent-ils les médias d'infos traditionnels? Oui. Journaliste est un métier de plus en plus précaire. Ah oui, pardon. Oh. Je dois passer par une école de journalisme pour être journaliste. Oui et non. Les médias indépendants sont-ils l'avenir du journalisme? Ouais, oui et non. Le métier de journaliste est-il en voie de disparition? La une du Monde, le fact-checking par les internautes peut-il remplacer le travail des journalistes ou ouvre-t-il la porte à plus de désinformation? Je pense que c'est un plus, je dirais, mais quand on est journaliste, on a quand même une déontologie, on a un cadre, on sait comment enquêter. C'est quelque chose qu'on a appris soit en école, soit via notre expérience. Et je pense que ça peut que être un plus d'avoir des gens qui nous aident, qui font des recherches, parce que nous, on n'a pas tout le temps d'explorer toutes les ressources qui existent dans le monde. Mais je pense quand même que remplacer un journaliste, c'est compliqué. Il y a une déontologie, il y a des codes, il y a une façon de faire des recherches qui est quand même très structurée. C'est pas pour rien en fait, qu'on apprend tout ça. C'est pour avoir une info qui est sourcée, fact-checker, vérifier ses sources. Voilà, tout ce genre de choses-là, et je pense que c'est un plus, mais je pense qu'on ne peut pas s'improviser journaliste et s'auto-appeler journaliste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que dans le fact-checking, effectivement, en tout cas dans une certaine forme de fact-checking, il y a aussi la possibilité de renvoyer sur des liens, sur de la documentation, des choses comme ça. Et ça, il y a que c'est le travail des journalistes d'aller chercher toutes ces ressources. Mais c'est vrai que le fait que, notamment les réseaux sociaux, permettent aux journalistes de faire remonter un certain nombre de choses, ça peut être un complément intéressant. Le rachat d'une école de journalisme par des investisseurs menace-t-il son indépendance? Oula, je viens d'écrire un article sur le sujet. Ah, intéressant. Écoutez, tout dépend de ce que sont les investisseurs et de ce qu'est leur projet. Parce que les écoles de journalisme sont des structures qui sont coûteuses, parce qu'elles encadrent, il faut beaucoup d'encadrement, beaucoup de moyens pour accompagner quelques étudiants, contrairement à ce qu'on va trouver souvent dans d'autres formations. Et donc effectivement, ça peut être une ressource que ce soit des investisseurs qui reprennent des écoles. Et d'ailleurs, il y a des cas d'écoles qui fonctionnent comme ça. Après, il faut que ces investisseurs aient un projet qui n'interfère pas sur le contenu, notamment idéologique, ou qui impose des a priori, je dirais, en termes de méthode. Donc, pourquoi pas? Tout dépend du projet des investisseurs. Je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre un peu pour enquêter, pour savoir qui sont ces gens qui vont investir dans les écoles, s'ils ont un but derrière ou s'ils ont envie d'influencer la nouvelle génération de journalistes.
Si c'est pour un but qui est éthique et déontologique, c'est sûr, comme vous le disiez, ça coûte super cher de diriger une école. Après, c'est sûr que si c'est des investisseurs qu'on connaît pour avoir des propos ou avoir une idéologie ou avoir envie d'influencer les médias, c'est clair que là, c'est un problème et c'est pas une bonne nouvelle. Mais oui, je pense que c'est un peu à double tranchant cette histoire. Mais c'est vrai que ça peut faire quand même peur quand on est étudiant en journalisme de voir qu'il y a certaines personnes qui peuvent racheter notre école et peut-être changer un peu notre enseignement, quoi. Les médias doivent-ils boycotter une plateforme dont ils désapprouvent la politique ou rester pour continuer à informer un large public ? En fait, c'est compliqué parce que la plateforme X, par exemple, qui maintenant a été rachetée par Elon Musk, il est quand même très proche du pouvoir américain. On sait qu'il a quand même une idéologie qui est compliquée d'extrême droite. Et on sait qu'en fait, par exemple, il est quand même accusé d'avoir supprimé des comptes ou des propos de journalistes sur X, d'avoir poussé une idéologie d'extrême droite. Ce qui fait qu'en fait, l'algorithme de X, maintenant, n'est plus éthique ou ne pousse plus les contenus de façon, on va dire, équilibrée. Et il y a beaucoup de médias qui ont quitté X pour passer sur notamment Blue Sky. Moi personnellement, je suis plus sur X parce que j'approuve pas ça. Après, il y a un débat aussi de se dire si tous les journalistes quittent cette plateforme-là, ça va être encore plus laisser une place à la désinformation encore plus grande. Donc c'est vrai que c'est un débat aussi intéressant. Pareil pour Spotify, moi je suis podcasteuse et j'ai appris qu'ils ont donné de l'argent pour l'investiture de Trump. Ils ont organisé un brunch avec des podcasteurs qui ont aidé à l'élection de Trump. Et moi, en tant que podcasteuse, je me dis est-ce que j'ai envie que mon podcast il soit sur ce genre de plateforme. Après, moi, je fais mon argent aussi avec ça. J'ai envie de monétiser mon podcast, donc c'est un débat un peu compliqué. Moi, je ferai une distinction, mais je ne suis pas très éloigné. Je ferai une distinction entre une structure éditoriale, un média ou quelqu'un effectivement qui produit des contenus pour le public et qui là, effectivement, je pense que ça serait assez logique de se retirer de cette plateforme. À l'inverse, en tant que journaliste qui recherche de l'information, qui surveille, qui fait de la veille, là, je pense que c'est plus ennuyeux. Les journalistes n'ont pas intérêt, pas seulement les journalistes, moi en tant que chercheur, je ne m'exprime plus sur X, mais en revanche, je reste sur X pour observer ce qui s'y passe, quoi. Parce que ça serait un problème que de considérer qu'on ignore complètement cet espace, alors qu'il s'y passe beaucoup de choses, y compris par rapport à la réalité nord-américaine. Oui, que ça dit quelque chose du monde, en fait. Alors, une du Figaro, peut-on encore parler de liberté de la presse dans un pays où les journalistes risquent leur vie pour informer ? Ça, c'est-à-dire, il ne faut pas complètement mélanger les deux phénomènes, les deux notions. Il peut effectivement y avoir notamment un cadre juridique, des conditions dans lesquelles les médias peuvent continuer à travailler, peut-être un peu formellement, mais dans lequel il n'y a pas de restriction explicite sur les conditions de travail des médias. Et effectivement, cette question du risque, il y a la vie, mais il y a aussi les pressions, il y a aussi je dirais un acharnement juridique. Vous savez que la France, par exemple, est assez mal classée dans le classement de Reporters sans frontières, non pas parce que des journalistes risquent leur vie, mais parce qu'effectivement, il y a toute une série d'éléments qui viennent contraindre, rendre difficiles les choses, notamment pour les journalistes qui font de l'enquête. Moi, je suis assez d'accord. Quand vous parliez des obstacles qu'il peut y avoir quand on est journaliste, c'est un peu ce qu'on appelle la procédure Bayon, c'est ça ou... Oui, ce sont les procédures Bayon, mais ça peut être aussi ce qu'on voit en ce moment, par exemple en France, c'est-à-dire sur le secret des sources, le fait qu'un certain nombre de journalistes puissent être embêtés, voire interrogés, même mis en garde à vue dans certains cas pour révéler leurs sources, de la même manière que lorsqu'on a des perquisitions, ce qu'on a connu, des perquisitions dans des rédactions où les disques durs, etc. sont surveillés par les enquêteurs. Ok, moi je suis plutôt d'accord. Allez, je commence. Je fais celle-ci d'abord, on va pas être d'accord.
faut-il interdire l'IA dans la production journalistique? C'est marrant parce qu'il y a un sommet là en ce moment sur l'IA. Et justement, je crois que c'est l'INA qui a fait une carte pour parler un peu du journalisme et de l'IA. Et c'est super intéressant. Il regroupe en fait tous les avantages qu'il y a quand on est journaliste de pouvoir utiliser l'IA et aussi toutes les choses auxquelles il faut faire attention. Et moi, je pense qu'il ne faut pas interdire l'IA parce que ça nous aide sur beaucoup de sujets. Par exemple, rien que la traduction, transcrire des interviews, nous aider sur les recherches, même trouver des angles d'articles. Et aussi pour lutter contre tout ce qui est deepfake, des choses comme ça. Mais par contre, ce que va produire l'IA quand il produit un article, ça va être quelque chose qui va être plutôt logique, mais pas forcément vrai. Et je pense que l'humain, on peut pas se passer de l'humain pour vérifier tout ce que fait l'IA et tout ce que dit l'IA. Mais je pense que c'est quand même une vraie aide dans notre quotidien. Moi, je m'en sers régulièrement. Mais par exemple, quand je donne des cours en école, certains de mes élèves s'amusent à utiliser que l'IA et pas à relire ce qu'a dit l'IA, et c'est cata en fait. Donc, et c'est là où, même moi en exercice, je trouve ça marrant parce que je suis pas contre sur le fait qu'ils utilisent l'IA, mais je dois pas m'en rendre compte. Et si le devoir est bien rendu et que leur rendu journalistique est intéressant, why not? Mais je pense qu'il faut l'utiliser en tout cas avec intelligence et avec éthique. Et je crois que c'est Reporters sans frontières qui a fait une espèce de charte avec les 10 commandements un peu pour utiliser l'IA de façon éthique en étant journaliste. Je parle beaucoup. Et voilà, et c'est des choses simples en tout cas qui peuvent nous aider. Alors il ne va pas y avoir de clivage sur le sujet en tout cas, parce que je suis exactement sur cette position. Alors, en plus, moi j'enquête pas mal auprès des jeunes journalistes sur leur rapport à l'IA. Ça me frappe du fait qu'il y a un vrai clivage générationnel, c'est-à-dire que les journalistes souvent assez âgés sont complètement polarisés sur la substitution entre leur métier et l'IA, alors que les jeunes journalistes sont beaucoup plus sur une problématique, qu'est-ce que ça peut nous apporter? De toute façon, on est habitué à travailler avec des outils numériques, et l'IA, ce n'est que une génération d'outils supplémentaires, avec une réflexion effectivement sur comment on utilise bien en termes de documentation, en matière de recherche, en matière de vérification, etc. Ce qui me frappe aussi, et c'est souvent une dimension qui est moins évoquée, c'est que l'IA peut être présente et gênante pour le journaliste sur des moyens d'évaluation de la performance. C'est souvent ce qui est mis en évidence comme un problème au niveau de l'IA, c'est-à-dire tous les outils d'audience, par exemple, d'analyse de l'audience, qui vont conduire par exemple la hiérarchie à dire tu dois titrer comme ça, tu dois faire tes chapeaux comme ça, non ça cet angle-là il est pas bon puisque regarde ce... Donc autrement dit, là il y a l'idée que l'IA peut se transformer en espèce de corset qui va finalement gêner l'indépendance, l'autonomie, etc. du journaliste. Donc c'est plutôt cet aspect-là, mais on n'est pas entre interdire ou pas interdire l'IA, on est sur une question de comment on l'utilise. Mystère. Suspense. Opinion publique. La presse papier n'a pas d'avenir. Merci de me l'avoir posé parce que c'est un peu mon business. Écoutez, c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué. S'il y a 10 ans ou 15 ans, j'avais eu la même question, j'aurais répondu certainement très différemment. Je pense que la presse papier a un avenir qui est beaucoup moins omniprésent que ce n'était le cas précédemment. Ce que je crains, parce que c'est plutôt une crainte, c'est qu'elle devienne un peu un espace réservé à une élite. Une élite notamment financière, parce que le papier a vocation, pas simplement parce que le matériau coûte cher, mais aussi parce que les conditions de fabrication, comme on va être sur des diffusions plus petites, etc., vont faire qu'on va avoir des coûts de réalisation beaucoup plus élevés. Donc il y a les aspects prix. Mais il y a aussi le fait que, en étant, je dirais, de plus en plus acculturé au numérique, pas seulement au numérique, mais aussi à l'audiovisuel, etc., il y a toute une partie de la population qui s'éloigne finalement de la fréquentation de l'imprimé, qui le considère comme peut-être inaccessible,
ou qui ne s'y retrouvent, ou qui ne se retrouvent peut-être pas dans les codes qu'utilise l'imprimé. Et là, il y a effectivement une interrogation sur comment les éditeurs qui utilisent l'imprimé vont l'utiliser. Est-ce qu'ils vont tenter de dresser un certain nombre de ponts par rapport aux nouveaux codes, hein, et notamment ceux des plus jeunes, ce qui peut-être donne des espaces, mais ça, je veux dire, on est dans une certaine forme d'inconnu. Moi, si j'étais éditeur, ça fait partie des choses que je testerais. Le risque, c'est qu'il se passe ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de titres, hein, je pense par exemple en France au Monde, aux États-Unis au New York Times, en Grande-Bretagne au Guardian, finalement, s'appuyant sur un public plutôt élitiste, plutôt exigeant, etc., trouvent un bon business et adaptent ses contenus, en tout cas lorsqu'ils font de l'imprimé, à ce public-là, et ignorent de plus en plus le public, je dirais, plus populaire, plus jeune, etc. Moi, je suis totalement d'accord, surtout sur la scission entre les générations. Quand je donne des cours en école de com ou de journalisme, c'est marrant parce que, surtout quand je donne des cours en école de com, quand ils vont parler d'organiser un événement pour une marque, ils ne pensent pas du tout à inviter les journalistes, ils pensent qu'à inviter des influenceurs. Et du coup, j'ai eu une discussion avec l'école avec laquelle je travaille en disant mais il faut vraiment qu'on fasse des cours et qu'on parle aux jeunes, en tout cas dans cette école, de l'existence des journalistes. Ils ne connaissent pas le paysage médiatique français et en fait, c'est vrai que quand j'ai parlé avec eux, ils me disaient qu'eux, ils s'informaient pratiquement tous qu'avec Hugo Décrypte, alors qu'il est super. Mais c'est vrai qu'ils ne pluralisent pas les sources et ils sont super défiants vers les médias traditionnels. Et je fais souvent aussi des micro-trottoirs un peu pour aller discuter avec des gens de ce qu'ils pensent des médias traditionnels, des médias digitaux. Et c'est vraiment ce que j'observe. Et c'est vrai que moi, je suis ultra d'accord. Je pense qu'il faut que la presse écrite se réapproprie les codes de la jeune génération parce que c'est super important de s'informer, d'avoir plein de sources d'informations, mais ils ne se reconnaissent pas souvent dans ces codes-là. Et je pense qu'il faut qu'ils arrivent à se réconcilier pour assurer un avenir pour la presse écrite. Alors, on m'a dit que la plus difficile, c'était la mystère. Ah, carte blanche. Le journalisme fait-il encore rêver? C'est une bonne question. Moi, il y a 10 ans que je me suis lancée dans le journalisme et je crois que quand j'étais petite, en CP, j'ai créé un journal dans ma classe, ça s'appelait le journal des marmottes. Enfin, c'était pas super sexy, mais moi, c'était un métier qui m'a vraiment fait rêver et j'espère que c'est un métier qui fait encore rêver et je pense que pour les jeunes générations, il y a des super têtes d'affiche maintenant de l'information. Je parlais d'Hugo Décrypte, Gaspard G qui font de l'information sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je pense que ça fait même Charles Villa aussi qui fait des super enquêtes, qui était journaliste chez Brut. Alors écoutez, moi je viens de faire une enquête sur les jeunes journalistes, donc moi ce qui me frappe, c'est l'enthousiasme et le fait qu'il y ait beaucoup de candidats. Et il y a beaucoup de candidats, ce qui va d'ailleurs avoir un revers, c'est qu'il y a aussi beaucoup de précarité, beaucoup de difficultés à trouver une place dans cette profession. Mais si vous voulez, moi, quand j'ai commencé cette enquête, j'étais parti d'une enquête sur les journalistes qui quittent la profession. Et là, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de jeunes. Il y a d'ailleurs une statistique qui dit qu'au bout de 7 ans, 40% des jeunes journalistes ont abandonné la profession. Donc je m'étais dit, donc c'est une profession qui est probablement en déshérence, quoi. Et en même temps, quand je me tourne vers les écoles de journalisme, elles me disent, on n'a jamais eu autant de candidats. Donc il y a effectivement une appétence. Et alors quand je suis rentré dans cette enquête, j'ai pas eu de difficulté du tout à trouver des jeunes journalistes qui me disent je vais témoigner, etc., je vais en parler. Et effectivement, il y a un formidable enthousiasme. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que moi j'étais enseignant en école de journalisme, j'étais au centre de formation des journalistes dans les années 90, et je vois que les motivations ont changé. C'est-à-dire que dans les années 90, un jeune journaliste disait moi ce qui m'intéresse, c'est d'intervenir dans le débat d'idées, c'est d'être un peu un influenceur, mais pas dans le même sens que ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui influence le pouvoir politique, quoi, qui interfère dans les débats politiques, etc. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que c'est plus du tout ça. C'est beaucoup plus être au service des gens, être au service de la société, faciliter un certain nombre la résolution d'un certain nombre de problèmes auxquels les gens ordinaires sont confrontés. Je dirais que c'est l'idée d'un médiateur social.
Il y a 20 ans, 30 ans, c'était plutôt s'exprimer, faire connaître ses idées. Aujourd'hui, c'est au contraire d'être beaucoup plus un passeur, quelqu'un qui décrypte, qui aide les gens à se retrouver dans le monde dans lequel ils sont. Mais alors, sur la question de l'enthousiasme et de la motivation, là, il n'y a aucun problème, aucune question. Et ce que vous venez de dire est assez significatif. La plupart de ceux qui me répondent ont pensé à être journalistes dès le collège. Vous savez, le fameux stage de troisième, le nombre de ceux qui ont fait un stage de troisième en rédaction, par exemple, pour toucher du doigt. Et puis ensuite, il y a aussi le fait que tous ces outils numériques qu'on a là aussi autour de nous, la plupart d'entre eux ont appris à s'en servir avant l'école de journalisme. Ils ont commencé à avoir des blogs, certains des choses sur YouTube, des comptes Instagram, etc., où ils parlaient déjà d'actualité, d'information, etc. Donc non, il n'y a aucun souci sur la motivation. Le souci, c'est de leur trouver une place et qu'ils trouvent une place dans le système, soit dans les médias organisés, soit s'ils ne sont pas dans les médias organisés, s'ils travaillent en tant qu'indépendants, qui trouvent des modes de rémunération qui leur permettent de vivre de ces manières de travailler, soit sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est drôle parce que je vais lire votre livre, ça a l'air trop intéressant. Et moi, j'ai arrêté de travailler pour les médias tradis au bout de 7 ans. Donc quoi, votre remarque, elle me parle. Et je pense que aussi c'est le fait de pouvoir créer son propre média, comme vous le disiez, qui fait que ça renouvelle en fait notre envie d'être journaliste quand on est jeune. Et moi, quand on vient me demander comment on fait pour être journaliste aujourd'hui, je conseille aux jeunes de créer leur média en fait tout de suite pour se démarquer. Et je pense que c'est comme ça que soit eux ils auront une carrière et que leur média explosera, soit qu'ils pourront ensuite aller démarcher des rédactions. Mais je pense que maintenant c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée, et puis ça leur apporte une tellement liberté de créer, je trouve que c'est assez fabuleux. Oui, il peut y avoir un va-et-vient, effectivement, avec un troisième pôle, je dirais, qui me frappe beaucoup, que je connaissais pas bien, mais qui fonctionne bien, qui sont les collectifs de journalistes, c'est-à-dire des groupes de journalistes qui se regroupent ensemble pour travailler ensemble, pour monter des projets ensemble, soit vers les rédactions, soit à l'extérieur des rédactions. Ça peut être des expositions, ça peut être des projets sur différents réseaux sociaux, des choses comme ça. Il y en a 20-25 en France, des collectifs de ce type-là, qui peuvent aller jusqu'à une vingtaine de journalistes pour certains d'entre eux. Donc il faut que je change de... Vous voulez pas tirer la dernière carte? Ça viendra. Alors, dans un milieu qui évolue, un journaliste peut-il seulement être défini par sa possession de la carte de presse? Non. Non, et si vous voulez, déjà, si on regarde les statistiques, ce qui est une manière un peu bête de regarder les choses, il y a 34 000 cartes de presse en France aujourd'hui. Si vous regardez les statistiques de l'INSEE, il y en a 50 000. Donc ça veut dire qu'il y a 15 000 journalistes qui se disent journalistes parce qu'ils pensent faire ce métier, ce que l'INSEE donc collecte, et il n'y en a que 34 000. Et par ailleurs, si vous voulez, nous sociologues, on appelle ça une zone grise, c'est-à-dire tous ceux qui ne correspondent pas aux critères de la carte de presse. D'abord, pour avoir une carte de presse, il faut être salarié par une rédaction. Or, on peut très bien, effectivement, exercer ce métier sans être salarié. Et puis, par ailleurs, vous avez des rédactions ou des médias qui peuvent très bien exiger de vous de vous faire travailler sans être salarié. Par exemple, en étant auto-entrepreneur. Si vous êtes dans l'audiovisuel, ça sera le statut d'intermittent du spectacle, par exemple. Parfois, en presse écrite, y compris des médias qui sont très respectés, je pense au 6 mois ou des choses comme ce genre de médias, ils vont vous payer en droit d'auteur. Donc tous ces gens qui travaillent en auto-entrepreneur, en intermittent du spectacle, en droit d'auteur, etc., même s'il faut un travail, par exemple, un journaliste qui fait du documentaire, c'est tout à fait un travail de journaliste, eh bien, s'il est payé en intermittent du spectacle, il n'aura pas de carte de presse. Donc la question de la carte de presse, c'est pas un sujet. De la même manière que quand on a eu ce débat, vous savez, au moment des Gilets jaunes, sur les street journalistes, etc., moi, ça ne me choque pas du tout que des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes gens, aillent sur des événements, utilisent les outils qui sont à leur disposition,
les structure, les organise, les travaille et les met à la disposition du public. C'est peut-être pas encore un journaliste complètement accompli. À partir du moment où il se réfère à des, comme vous le disiez tout à l'heure au tout début de notre conversation, à une éthique et à des principes qui sont des principes journalistiques, pour moi, il est un journaliste. Moi, je suis d'accord. Moi, j'étais réalisatrice de reportages pour la télé pendant 7 ans. Donc, j'étais intermittente du spectacle. Je travaillais pour des sociétés de production. Et les sociétés de production, ça les arrangeait qu'on soit intermittent du spectacle. Il y a plein de raisons, on ne va pas rentrer dans le débat là-dessus. Et moi, j'ai jamais eu de carte de presse. Pourtant, j'ai réalisé des reportages et des documentaires et je me considère comme journaliste et je me présentais comme journaliste. Et pareil, maintenant, j'ai mon podcast où j'aide les gens à mieux s'informer, je raconte les coulisses des médias, je fais des interviews. Je me considère encore comme journaliste et pourtant, j'ai pas de carte de presse. La seule chose qui est plutôt sympa quand on est journaliste, c'est qu'on a une carte de presse, c'est pour les visas. C'est pour rentrer dans les tribunaux, des choses comme ça, où c'est beaucoup plus simple de se présenter quand on a une carte de presse. Mais sinon, oui, moi, je suis totalement d'accord qu'en fait, on se retrouve en tant que journaliste, on se reconnaît entre nous quand on a une éthique, une déontologie. Et je pense que c'est ça, en fait. On se définit comme ça, et la carte de presse, c'est plus des... Il y a beaucoup de modalités, c'est très compliqué, en fait, à remplir tous les critères. Donc, non, je pense qu'on n'a pas besoin de carte de presse pour être journaliste. D'accord, c'est ça. On peut se mettre d'accord. À l'essor du numérique, le journalisme s'éloigne-t-il du travail de terrain au profit d'un métier plus sédentaire et individualisé? Alors moi, je vais parler que pour des cas que je connais, parce que moi, je viens de la réalisation de reportages en télé. Mais par exemple, moi, des personnes que je connais qui ont travaillé en télé, aujourd'hui, ils sont journalistes. Ils ont leur chaîne YouTube et ils continuent à partir sur le terrain. Donc je pense pas que ça change. Je parle d'un Charles Villa, d'une Camille Courcy, de Benoît Lecor qui sont des journalistes reporters et qui vont sur le terrain, même reporters de guerre. Et je pense pas, en tout cas pour ces cas-là, que ça empêche le reportage de terrain. Après, il y a peut-être d'autres cas auxquels je pense pas, mais moi, dans mon secteur, je pense pas du tout que ça soit le cas. Alors c'est vrai, je pense qu'il faut faire une distinction entre ce que les journalistes ont envie de faire et ce qu'on leur demande de faire. Si je me situe au niveau des aspirations des uns et des autres, qu'est-ce qui revient le plus souvent envie de faire? C'est du terrain. Tout le temps, le terrain. Après, où les médias actuels et les conditions d'utilisation du numérique vont intervenir, c'est que les rédactions vont faire travailler de plus en plus de journalistes dans ce qu'on pourrait appeler un journalisme assis. Par exemple, un jeune journaliste qui sort de l'école, la première chose en général qu'il va pouvoir faire, c'est du desk web. S'il va en presse régionale, s'il va en presse nationale, s'il va même en radio ou en télévision, souvent c'est à lui qu'on va déléguer le fait de travailler sur un desk web. De la même manière, qui va devoir travailler sur les réseaux sociaux pour pouvoir mettre en avant les contenus de la rédaction ou faire tout un travail avec l'audience, c'est aussi un jeune journaliste. Donc, si vous voulez, il y a effectivement, me semble-t-il, de plus en plus de journalistes qui travaillent en journalisme assis et de par la manière dont le numérique est utilisé par les médias. Mais une fois de plus, c'est pas la technique qui intervient, ce sont plutôt les conditions économiques. Et le fait qu'effectivement, surtout, on va avoir tendance dans les rédactions à déléguer le travail sur les outils numériques et les outils hors terrain, on va dire, à ces jeunes journalistes, quoi. La caricature, pour moi, c'est une fois de plus, ce sont les radios et les télévisions où, soit, si vous êtes jeune, soit on va vous demander de faire des micro-trottoirs, des reportages à l'arrache, des choses comme ça, soit de travailler sur un support numérique, à faire du desk pour finalement traduire ce que le reste de la rédaction a fait. De la même manière, en presse magazine, très fréquemment, on vous décrit des situations où les journalistes plus âgés, expérimentés, etc., restent sur le support imprimé, et ceux qui vont devoir faire du desk et traiter de l'information rapide pour ce magazine, les news magazines sont une caricature pour ça, hein, Le Point, l'Obs, etc., ça va être toujours les jeunes journalistes qui, là, ils ne sortent jamais. Et en plus, souvent d'endroits qui sont assez inconfortables.
Et j'ai peut-être oublié de mentionner quelque chose, je viens d'y penser, mais il y a aussi le journalisme de rue. Par exemple, Rémi Buzine avec Brut. J'ai interviewé sur mon podcast Rosé Rexa qui travaille chez Blast. Eux, pour le coup, ils font du terrain grâce à l'ère du numérique, puisque en fait, ils vont dans les manifs, et en fait, ils se filment via leur smartphone. Et c'est aussi une nouvelle forme de journalisme qui est apparue vers les gilets jaunes et tout ça. Et c'est une nouvelle forme de journalisme de terrain qui est apparue grâce à l'ère du numérique. Donc je pense que ça permet aussi de renouveler des nouveaux formats journalistiques. Oui, tout à fait. Je pense que les conditions de travail sur le terrain grâce au numérique sont incomparables. Enfin, moi, j'ai connu effectivement les équipes de télé où, moi, quand j'étais au CFJ, on avait des caméras qui faisaient 20 kilos. Avec des cassettes encore. Comment ? Il y avait des cassettes encore ? Oui, on avait des cassettes, puis c'est des trucs qui faisaient 20 kilos. Alors on disait aux filles, non, tu peux pas faire JRI parce que c'est trop lourd, ce qui était faux d'ailleurs, mais bon, et souvent, une équipe de France 3 ou de France 2, c'était au minimum 3 personnes. Aujourd'hui, un journaliste de terrain, il va travailler seul, très souvent seul, il va souvent faire son montage tout seul, enfin, etc. C'est dans des conditions, de la même manière que, alors c'est devenu très dangereux, hein, mais le journalisme de guerre, par exemple, via les satellites, etc., il peut être à 1000-2000 km d'ici, et immédiatement envoyer à sa rédaction, et on continue des images de ce qu'il saisit, ce qu'on a vu au moment de la série. Alors on s'est rendu compte que c'était très dangereux, parce qu'en même temps, vous devenez des cibles. Mais c'est pas parce que la technique l'empêche. Donc celle-là... Ouais. C'est là qu'on se fâche. Moi, j'ai pas envie de me fâcher. Alors, les médias traditionnels sont-ils déconnectés des attentes des jeunes générations ? Alors, on a déjà un peu abordé le sujet. J'ai envie de dire oui et non. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'illusions d'un certain nombre de médias traditionnels sur la manière dont ils peuvent... travailler vis-à-vis des jeunes. Moi, par exemple, quand j'ai été un moment au cabinet de Catherine Trottmann et je m'occupais de la radio. Et je me souviens très bien qu'il y avait un débat qui va vous paraître un peu surréaliste parce qu'il est très ancien, c'était fin des années 90. C'était la question de savoir est-ce qu'on va créer une radio pour les jeunes qui s'appelait le Move à l'époque, qui s'appelle toujours le Move. Mais la plupart des rédactions de Radio France disaient non, on ne crée pas le Move, on rajeunit notre public de France Inter, de France Culture, etc., de France Musique. On rajeunit jamais une antenne. En fait, parce que cette antenne, elle a des codes, elle a une structuration, un mode de narration qui correspond à un public, et souvent ce public, c'est un public d'un certain âge. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la capacité à apprendre les codes, à trouver les formats, etc. Moi, je me suis beaucoup intéressé à une époque au travail qu'ont fait des médias pourtant assez anciens. Moi, j'ai pas mal travaillé, notamment avec les journalistes du Monde qui sont allés sur Snapchat au début, sur TikTok, etc. Parce qu'il me semble que pour un média de ce type-là, hein, il n'y a pas d'autre manière que d'aller vers le public jeune. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « je vais ramener des jeunes au monde papier », c'est quels sont les espaces où les jeunes s'informent, et j'y vais. Et je vais voir si je suis capable, d'ailleurs, dans les formats qui sont ceux du Monde, je prends l'exemple du Monde, là, mais 20 minutes a fait la même chose, d'autres ont fait la même chose, d'être capable, effectivement, de garder à la fois la conception de l'information qu'on a dans cette rédaction-là, et d'être capable de la traduire dans les codes du support. Par exemple, ce bouquin-là, lorsque le Monde en a parlé, il en a parlé sur TikTok. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. C'est pas la peine de faire un papier de je sais pas combien de lignes dans le journal Le Monde, qui aurait été peut-être considéré comme très intéressant, mais que les lecteurs de ce bouquin ne liraient pas, quoi. Alors que sur TikTok, il a plutôt marché. Il y a beaucoup de TikTokers en plus qui parlent beaucoup de littérature maintenant, donc c'est super intéressant. C'est vrai, moi aussi, ce que j'ai remarqué, je pense qu'on a tous vu cette scène, c'est que la jeune génération, ils sont méfiants envers les médias traditionnels, mais il y a aussi au début de l'ère numérique et des réseaux sociaux et de YouTube par exemple, les médias tradis
critiquait beaucoup les médias digitaux. On connaît tous cette fameuse scène avec Thierry Ardisson et Squeezie, et Thierry Ardisson qui se moque de lui en disant mais en fait, toi, tu gagnes de l'argent en jouant aux jeux vidéo. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on voit qu'une Élise Lucet, elle va sortir sa chaîne YouTube et elle va choisir Squeezie, en fait, pour inaugurer sa chaîne YouTube. Donc, on voit que les médias tradis, au final, ils ont décidé de... Peut-être qu'ils ont vu qu'ils allaient beaucoup perdre et perdre une audience, et ils ont décidé au final de travailler maintenant avec la nouvelle génération et les nouveaux journalistes et les nouveaux médias. Moi, je vois France TV Slash, par exemple, la plateforme numérique de France Télé. Ils font beaucoup de moments de format hybride avec des streamers, ils parlent de e-sport. Donc, je pense que c'est possible maintenant de s'adapter, mais il faut que chacun fasse un petit peu un pas l'un vers l'autre. Mais je pense que c'est en train de changer et c'est une bonne chose.